3 000 euros par mois, 4 millions d'euros de patrimoine, c'est complètement dissonant. 1,5% sur 15 ans, c'est moins que l'inflation. Donc concrètement, notre ami a perdu du pouvoir d'achat depuis qu'il est accompagné par cette personne. On voit qu'il a investi 26 000 euros au départ, il a fait un x30. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on regarde le patrimoine d'un entrepreneur qui prépare sa retraite. C'est parti. Du coup, je vous le disais, à 59 ans, cet entrepreneur prépare sa retraite. Il nous dit « J'avais un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine, mais mes performances étaient minables. » Bon, on va regarder ce qui s'est passé. En tout cas, très gros patrimoine, 4,4 millions. Évidemment, là, on est sur une analyse d'un profil avancé. On a fait des profils qui débutent, on a fait des profils de tout âge, toute profession. Des gros revenus, des tout petits revenus, des hauts patrimoines, des tout petits patrimoines. Vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment de dresser un portrait exhaustif de ce qui se fait en France pour que vous ayez non seulement des cas qui vous ressemblent, mais aussi des cas peut-être qui sont en avance sur vous, afin de voir en fait ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vous retrouver dans cette situation. 4,4 millions, évidemment, c'est un très beau patrimoine qui est principalement constitué d'immobilier et de PME, donc j'imagine que ça c'est sa boîte, pas mal d'actifs financiers aussi. Et donc on va voir s'il y a des emprunts, pas tant que ça, hein. Il y a 400 000 euros d'emprunts, donc c'est très solide. C'est quelqu'un qui a quasiment remboursé tout ce qu'il devait ou qui a peut-être acheté, vendu plusieurs maisons, appartements, donc qui a pu accumuler quand même beaucoup de patrimoine. J'ai fait un exit en 2005, j'en fais un nouveau dans 3 ans, 807 000 euros, c'est très précis. Je dois vendre mes RP 1,8 million d'euros dans un an, c'est un bon sujet ça. Je rappelle qu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value sur les RP, enfin la résidence principale, donc c'est beau. Et sa note Finari est excellente, 96 sur 100. Du coup, le profil entrepreneur, il gagne 3 000 euros par mois. Et c'est assez intéressant, typiquement 3 000 euros par mois, 4 millions d'euros de patrimoine, c'est complètement dissonant. Mais on revient dans le sujet qu'on a déjà évoqué quand même pas mal de fois, qui est que le salaire est très taxé en France, les revenus sont très taxés. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on préfère typiquement se verser des dividendes si on a une boîte rentable, puisque les dividendes sont à la flat tax, et donc ils sont à 31 et quelques. Donc, c'est capé. Peu importe le montant que vous versez, c'est toujours 31 et quelques. C'est jamais progressif. Or, sur le revenu, c'est progressif et les tranches montent très très haut. Et ça devient assez violent dès qu'on dépasse les centaines de milliers d'euros de revenus. Donc ça, typiquement, c'est un arbitrage que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils se versent un salaire qui leur permet de vivre et de couvrir leurs dépenses. Mais par contre, quelque part, ils préfèrent soit accumuler dans la boîte, soit remonter dans la holding, soit se verser des dividendes. Ils peuvent remonter aussi des dividendes dans la holding. Du coup, 59 ans, divorcé, pacsé, famille recomposée avec 2 fois 2 enfants, entrepreneur, je vous le disais, revenu. Sa femme est fonctionnaire, 5 000 euros par mois, donc très beau. Sa femme gagne beaucoup plus que lui. Mais bon, vous le voyez, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas de capital, c'est quand même difficile de vraiment s'enrichir. Je dis pas que c'est la finalité de s'enrichir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut à un moment posséder du capital, n'en déplaise à tous ceux qui pensent que tout devrait être partagé par tout le monde. Si vous n'avez pas de capital, quelque part, vous allez toujours être payé pour votre temps et jamais pouvoir récolter les fruits de ce capital. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des actifs financiers, ça peut être plein de choses. Mais ici, voilà, sa femme, elle a un très bon revenu, mais maintenant, si elle arrête de travailler, elle gagne 0. Lui, s'il arrête de travailler, il peut vendre sa société, typiquement. Et donc ça, c'est un actif qui a une très forte valeur, dans son cas, 807 000 euros. Je suis déçu dans mon ancien CGP, 1,5% de TRI sur 15 ans. Donc le TRI, c'est quoi ? C'est la performance, en gros, qu'il a réalisée. Performance annuelle, donc il a fait 1,5% sur 15 ans, c'est moins que l'inflation. Donc concrètement, notre ami a perdu du pouvoir d'achat depuis qu'il est accompagné par cette personne. J'ai repris mes placements en main et cela va mieux. Objectif, arrêter de travailler dans 2 ans. Je vais arrêter de travailler dans 2 ans, sauf un peu de conseils pour me consacrer à la voile, au hiking, donc à la marche, et à la rénovation de ma maison d'architecte. Comme prévu dans mon contrat de divorce, l'année prochaine, je vais vendre un bien immo qui pèse aujourd'hui 2 millions d'euros. Très bien. Ça montre l'importance d'avoir un... Alors d'ailleurs, il nous dit un contrat de divorce. C'est quoi ? Est-ce que c'est un contrat de mariage qui prévoyait ça ? Je sais pas. Mais en tout cas, ici, ça a été encadré. Je veux simplifier ma stratégie pour générer 60 000 euros net, donc net de fiscalité, par an dans 3 ans. Donc ici, il veut gagner plus à la retraite que via son travail, encore une fois, parce que probablement qu'il se verse des dividendes par ailleurs.
Ou alors, il a aussi vécu sur l'exit qu'il avait fait, il nous disait en 2005. Je veux préparer ma succession et protéger mes enfants de mon premier mariage, ainsi que mon épouse actuelle. Ok, la stratégie, un peu de BTC. Ok, c'est pas vraiment une stratégie, je trouve, mais bon. On regarde le cash flow. Donc là, vous avez, vous connaissez les revenus d'un côté, les dépenses de l'autre. La différence par rapport à d'habitude, c'est que là, c'est vraiment son cash flow réel. C'est-à-dire que là, c'est ses comptes qui ont été synchronisés et tout remonte. Si d'ailleurs, il a mis des sous-catégories, par exemple ici dans auto et transport, en fait, il y a du train, je sais pas, il y a la SNCF, il y a Trenitalia, il y a un Ouigo, il y a... peu importe, un Air France, un Transavia, eh bien, vous pouvez mettre des sous-catégories, vous pouvez même créer des règles intelligentes qui permettent de dire dès qu'il y a de ça dans le nom, dès que c'est ce type de mot, vous mettez telle règle. Et donc, nous, on va automatiquement aller catégoriser. Et donc, si vous cliquez là, vous voyez la distribution par catégorie et par sous-catégorie. Donc, vous avez vraiment la diffusion totale de vos flux. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant pour analyser. Et après, vous pouvez regarder ça sur un an pour évidemment avoir les grandes masses, puisque c'est ça qui est intéressant. Donc, ici, on voit qu'il y a les 3 000 € de revenus. Bon, il nous disait 3 000 dans le doc. Vu que c'est un chef d'entreprise, il se verse un peu ce qu'il veut en réalité. Il n'a pas besoin de se faire une fiche de paye. Donc là, il a aussi 1 200 € de virement, peut-être un virement d'un compte d'épargne. Et donc, comment il dépense ? Il dépense beaucoup dans le transport. Donc voilà, 40%, donc 1 000 €. Ensuite, il fait des virements. Donc ça, est-ce que ça s'annule ? On pourrait dire que c'est un peu neutre. Il dépense pas grand-chose dans l'alimentation et la boisson. Ça, je me demande s'il n'y a pas un compte commun peut-être et qu'il ne l'a pas mis ici. Mais ça me paraît super faible, 350 €, surtout quand on a 60 ans et qu'on a des enfants et qu'on est en couple. La santé, 11%, ça c'est une dépense assez importante qui a vocation à évidemment grossir, puis on vieillit. Les abonnements, 10%. Ensuite, les loisirs, très faibles, 1,7%. Donc il nous disait qu'il voulait faire de la voile. Là, clairement, il ne fait pas de voile pour ce prix-là. Et ensuite, c'est des tout petits trucs. Et on va voir sur un autre mois, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sautent aux yeux ? Voilà, vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder sur les grandes masses sur une période longue. Si on regarde sur un an, typiquement, vous voyez que les loisirs, ça fait pas grand-chose, ça fait 3%. Même si là, il y a des virements. Donc, si on enlevait les virements, ce que je peux pas faire ici parce que je suis en mode lien de partage. Donc, évidemment, si on enlevait les virements, il y aurait en réalité beaucoup plus. Mais c'est pas énorme, je trouve, en termes de loisirs. Mais le budget est plutôt équilibré. Et surtout, on voit qu'il dépense quand même beaucoup moins que ce qu'il gagne. Même si, encore une fois, ici, il y a les virements. Donc, ça, faudrait l'annuler. Mais bon, c'est pareil sur 3 mois. Il gagne plus qu'il ne dépense. Donc, il peut épargner. D'ailleurs, je ne vois pas de frais d'investissement. Enfin, je vois pas d'investissement. Donc, je sais pas s'il continue de contribuer. Mais il nous le dit ici, j'investis 200 € par mois sur le BTC. Et avant de regarder son patrimoine, on va regarder sa question en l'occurrence. Je n'aurai pas de retraite. Pourquoi ? Parce qu'il est chef d'entreprise, il a probablement décidé de ne pas cotiser. Donc on peut cotiser, mais bon, c'est des trucs en plus. Lui n'a pas cotisé, donc il se demande comment préparer une stratégie de retraite patrimoniale confortable en France. Très bonne question. Et donc, on va regarder son patrimoine tout de suite. Là, on retrouve le 4 millions d'euros. On va regarder les biens qu'il a. Donc, il a la maison qu'il a achetée à 1 million d'euros. Il a fait 800 000 € de plus-value. Donc, bon, là, c'est exceptionnel, évidemment. Maison qu'il a achetée en tout cas, qu'il a fait construire en 2008. Donc, en pleine crise financière. Résultat des courses, 18 ans plus tard, il a fait 800 000 € de plus-value. Donc, bon, forcément, c'est super, super puissant. Il n'a pas de dette dessus. Ensuite, il a un appartement sur lequel il a fait 30% de plus-value. Ça, c'est un bien locatif qu'il a acheté à quel moment ? En 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 ans. Et c'est un appartement qui lui fait perdre de l'argent, qu'il loue en nu. Donc forcément, la location nue a des prix plus bas. Mais le bien, lui, est rentable. Le bien est rentable. Il est en plus-value très forte. Ça, a priori, il veut garder cet appartement. Je ne pense pas qu'il nous l'ait dit. Très intéressant. Et ensuite, il y a une autre maison. C'est sa nouvelle résidence principale, j'imagine. Ça, il l'a acheté en 2022. Et actuellement, là, il est en moins-value de 42 000 €. Et il a encore un crédit dessus. Crédit qui est de 254 000 € restants. Il a déjà remboursé 64 000 €. Le taux, c'est celui-là, 2,43. Donc, c'est un taux plutôt OK. Et là, vous avez un autre crédit qui, lui, a permis de financer l'appartement locatif, le bien locatif. Là, c'est un super crédit à 1%, mais bon, ça n'existe malheureusement plus. Du coup, l'immobilier, RAS, il va vendre la résidence principale, il va vendre son ex-résidence principale avec son ex-femme et il va, du coup, peut-être acheter un bateau, puisque c'est ce qu'il nous disait. Je sais pas combien ça coûte un bateau. Il nous a dit un voilier, je sais pas, un voilier de... Quand un bon voilier, 15 mètres. Voilà, un petit Beneteau. Je crois que Beneteau est coté en bourse d'ailleurs. Bon, c'est sympa ça. Ça, c'est 125 000 €. Il est au port de Marseille. Et donc, pour avoir une place dans un port, un anneau, comme on dit, là, c'est la folie puisqu'il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Typiquement, si vous voulez une place dans les ports demandés du type, je sais pas, Sainte-Maxime, c'est des années d'attente, ça coûte une fortune et vous pouvez attendre toute une vie. Donc, c'est beaucoup de frais.
On l'a dit d'ailleurs dans la vidéo sur les milliardaires, on va vous mettre le lien dans la description, mais les 2 meilleurs jours quand on achète un bateau, c'est plutôt un yacht. Dans ce cas-là, c'est le jour où on l'achète et le jour où on le revend, puisque c'est beaucoup de problèmes. Mais bon, toi, a priori, lui, il a envie de s'en occuper, il a envie d'y investir du temps, donc c'est vraiment un achat plaisir. On continue sur son patrimoine où on retrouve son entreprise. Il nous disait, elle vaut à peu près 800 000 euros. Lui, il va la vendre dans quelques années. Donc, ça va être forcément un très beau moment. On voit qu'il a investi 26 000 euros au départ. Il a fait un x30. Et c'est marrant de voir ça. Je pense que c'est la première fois qu'on regarde ça, en fait. Pour moi, ça illustre bien le truc que je vous dis souvent, c'est que la meilleure façon de faire des performances incroyables, c'est d'investir évidemment en vous, mais c'est aussi d'investir dans votre entreprise et quelque part d'y mettre tout votre temps, puisque de toute façon, c'est la ressource la plus précieuse. Et donc ici, on voit que faire un x30, c'est possible de faire un x30 en crypto ou en bourse, c'est super difficile. C'est aussi difficile de le faire sur une boîte, mais lui, il l'a fait. Et résultat, c'est ce qui va lui payer sa retraite. Donc ça, c'est plutôt très propre. On voit que tout est largement en plus-value. Il fait une performance qui est énorme. Il fait 942 000 euros de plus-value sur ses investissements en non-cotés, dont ses entreprises. Donc ça, c'est très beau. En bourse, qu'est-ce qu'il a fait? Et surtout, quels sont les reliquats du CGP? Donc on voit qu'il y a du meilleur taux placement. Je salue Marc Fiorentino qui est venu sur la chaîne plusieurs fois. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une assurance vie avec des frais qui sont un peu cher, 2,19%, et encore on n'a pas les frais du contrat, on ne les connaît pas. Ah si, on a 2,19%. Ça, c'est juste les unités de compte, c'est pas les frais du contrat en lui-même, comme il faudrait les renseigner là. Mais en tout cas, sur les actifs, il y a pas mal de fonds, de PE, notamment private equity, ça c'est du private equity. Il y a des fonds actifs, il y a de l'obligataire daté, comme ici, et puis il y a des ETF pour le coup. Donc il y a un mix intéressant, je serais curieux d'avoir l'explication sur la composition du portefeuille. Ensuite, chez Fortuneo, ça m'a l'air d'être un PEA. Ouais, c'est un PEA. Et donc là, il a appliqué tous les préceptes Finari. Il n'y a que des ETF, donc c'est frais très très bas. Assez exposé, assez diversifié en réalité. 30% US, donc c'est très peu par rapport au MSCI World qui lui est à 70%. Vous avez beaucoup de Japon. Le Japon est largement surpondéré puisqu'il a le Topix qui est l'indice japonais. Il y a la Chine aussi avec le MSCI China. Et ensuite, on voit que la France est très loin à 5%. Donc c'est très diversifié avec un gros biais Chine et Japon. Donc assez curieux si tu regardes la vidéo d'avoir en commentaire ton commentaire sur ton envie de surpondérer ces 2 territoires-là qui ont très bien performé. D'ailleurs, la Chine a cartonné l'année dernière, le Japon aussi. Donc ça a été plutôt un bon choix. D'ailleurs, les perfs sont très bonnes, 33%. Lynxea, donc ça, c'est un contrat d'assurance vie aussi, ou un PER peut-être. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds obligataire qui est investi en investment grade et en high yield. Donc ça, c'est du type de crédit. Investment grade, c'est les crédits les plus sûrs. Le high yield, c'est les obligations d'entreprise qui sont moins bien notées. Et donc, qu'est-ce que ça donne, ça, en termes de perf? On voit sur 3 ans par rapport à l'indice, ça bat son indice pour le coup. Ça bat son indice, ça fait 17% contre 8% pour l'indice, donc plutôt pas mal. Après, c'est un peu court pour se faire une opinion, mais c'est pas mal. Pareil, curieux d'avoir l'origine de cette conviction très forte sur Puvalka, surtout qu'une ligne, tu vois. Vu le montant, j'aurais peut-être mis plusieurs lignes. Et en termes de frais, pas de surprise vraiment. Les frais sont assez élevés, mais bon, normal, c'est un fonds actif, donc il n'y a pas trop de surprises. On continue le tour, on va pas tous les faire, mais il y a du Spirica, EMTN, ça c'est quoi? C'est un produit structuré. Tiens, c'est intéressant, on va regarder comment il fonctionne celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit structuré? Donc c'est un autocall, un produit qui sera rappelé automatiquement en cas de dépassement de la valeur initiale. Et donc, donc on voit que la prochaine date d'observation, ça sera le 19 mai. Le 19 mai, c'est dans un mois. Et aujourd'hui, le produit est en plus-value et donc probablement que le produit va être rappelé avec du coup la distribution de la perf qui est le scénario un peu idéal en réalité. Dans cette EMTN là, on n'a malheureusement pas d'infos. Donc dans celui-là, vous avez un rendement de 10, c'est en gros ce qu'on vous promet, c'est un rendement de 10,5% par an tant que vous n'êtes pas rappelé. Le capital n'est pas garanti, donc vous pouvez perdre de l'argent. Vous perdez de l'argent en gros si à échéance, donc 10 ans, vous êtes à moins de 50%, tant pis pour vous, c'est vous qui prenez la perte. Donc si vous êtes à moins 55%, la paume elle est pour vous. Si vous êtes à moins 49%, eh bien la barrière de protection est utilisée. Et vous ne perdez pas votre capital, vous êtes remboursé du nominal. Vous n'avez pas non plus fait de perf. Par contre, moi je vois souvent des gens qui me demandent est-ce que ça c'est mon banquier m'a proposé tel produit, est-ce que c'est un produit sûr?
Non, c'est pas un produit sûr, c'est un produit risqué. Vous voyez, le risque ici, c'est 6 sur 7. Donc typiquement, si je prends le MSCI World, le risque, c'est 5 sur 7. Donc ce produit est plus risqué que le MSCI World. Et d'ailleurs, vous avez aussi l'indice qui est un indice d'un petit émetteur, d'un petit fournisseur d'indices, iEdge. Mais vous avez toujours des histoires de decrement. Donc en fait, vous n'avez pas on n'essaye pas de reproduire la perf exacte, mais on vient la minorer. Et c'est là où généralement commencent les problèmes. Et la thématique, c'est intéressant, c'est sur la défense, donc forcément sujet très porteur. Donc voilà, là, je pense que tu vas être rappelé normalement. On va observer de façon trimestrielle et la première aura lieu dans un mois. Donc je pense que tu seras rappelé assez rapidement. Et ensuite, le reste, il y a plein d'assurances vie. On voit que tu as un peu testé tout ce qui existait et on finit sur le 2 Giro qui est un CTO évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du gold, très belle perf, plus 60%. Il y a du HSBC, alors MSCI, All Countries, je pense. All Countries Far East ex-Japan. Donc, ça veut dire qu'il y a Far East, la zone Far East, lointain Est. L'évolution des marchés des pays émergents et développés de la région de l'Asie de l'Est, à exception du Japon, qui est le pays le plus développé de la zone, évidemment. Mais donc, c'est un fonds intéressant, je ne l'ai jamais vu celui-là. Et ensuite, vous avez un MSCI World avec une pondération énergie. Et donc là aussi, sur le compte final, joli perf, mais tout petit compte. On voit que le stock picking, c'est pas forcément ta tasse de thé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de cash, il y a des francs suisses. Intéressant. Et sinon, il y a pas mal d'euros un peu partout. Il y a un N26 avec 8 000 euros, voilà. Pas mal de banques dans tous les sens. Les fonds en euros, bon, ça, il y en a un peu partout. Ça, c'est un produit qui est intéressant, du coup, si on est proche de la retraite, évidemment. Et ensuite, la crypto. On voit que tu investis sur Finari Crypto, mais tu as l'air d'avoir ton ledger, en fait, ou ton wallet à toi. Et donc, belle perf sur le Bitcoin, 126%. Le reste, c'est un peu moins facile en ce moment. Et on va regarder ce qu'il y a sur Finari, mais je pense qu'il y a que du Bitcoin, hein, pas vraiment de surprise. Un peu de livret. Ça, c'est un compte de la boîte. Et ça, le reste, c'est tes comptes en perso et en passif, on a déjà tout regardé. Du coup, ta question, est-ce que tu vas pouvoir te verser une retraite? Et donc là, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que tu as moins de 70 ans. Et donc, bon, je suis allé sur le site des impôts et j'ai regardé ce qu'on peut donner aux enfants. Bon, en réalité, j'en parle aussi dans mon livre et c'est pas non plus... ça, tu peux le demander à ChatGPT, je pense qu'il le sait très bien. Tu peux donner 100 000 euros à chaque enfant sans payer de droits. Tu peux transmettre du coup 200 000 euros. Tu peux d'ailleurs réinitialiser cet abattement tous les 15 ans. Donc, plus on fait des donations tôt, moins on paye. Et d'ailleurs, moins la base sur laquelle on est imposé est importante. Donc, il faut anticiper ça. Alors, évidemment, on n'a pas toujours tout ça en tête, mais c'est hyper important, du coup, de voir un ingénieur patrimonial ou un notaire pour vraiment anticiper ça très tôt. D'ailleurs, les deux parents peuvent donner, donc ça fait 100 000 plus pour le père et 100 000 pour la mère, donc ça fait 200 000 euros par enfant au total, tous les 15 ans, donc c'est beaucoup. Les grands-parents peuvent aussi donner, d'ailleurs, on peut faire des dons aussi en cash, en réalité, c'est ce qu'on appelle un présent d'usage, mais là, il faut que ça soit cohérent par rapport à vos revenus. Donc typiquement, toi, si tu fais un présent de, 1 000 euros à quelqu'un, à ton petit enfant, c'est pas problématique. Si tu fais un présent de 100 000 euros, on va dire, bon, vu ton patrimoine, c'est pas très cohérent, quoi. Donc là, l'administration fiscale peut retoquer. Et sur l'assurance vie, ça c'est intéressant. Donc ici, en fait, il y a un vrai sujet sur la clause bénéficiaire démembrée. Donc ça, je sais pas si tu l'as regardé, mais si on prend cet exemple-là, donc Monsieur Dupont a souscrit un contrat d'assurance vie sur lequel il a versé des primes avant son 70e anniversaire. Donc toi, tu es exactement dans ce cas-là. Son contrat s'élève à 500 000 euros. Bon, ça c'est juste à titre indicatif. Sa clause bénéficiaire est démembrée entre son épouse et ses 2 enfants. À son décès, son épouse est âgée de 75 ans. Selon le barème fixant la valeur de l'usufruit, celui-ci représente 30% de la valeur du capital et la nue propriété les 70% restants. Vu que la mère a récupéré les 30%, les enfants récupèrent que 70%. Du coup, les 70%, ça fait 350 000 euros, donc 175 000 euros par enfant, desquels on peut déduire l'abattement qui revient à chaque enfant. Il faut aussi appliquer évidemment le même pourcentage qu'on a appliqué pour la répartition entre l'usufruit et la nue propriété. Mais du coup, in fine, pour les enfants, ça fait que 13 000 euros de prélèvement sur 175 000 euros. Donc ça reste quand même des frais qui sont assez faibles. Et donc ça, c'est une clause bénéficiaire bien rédigée qui permet de faire ce type d'économie. Donc ça, c'est très très important à bien avoir en tête. Dans ton cas, en fait, il y a 4 enfants. Tu as 4 enfants, donc il y a 4 enfants, ce qui permettrait du coup de gommer les prélèvements. Donc forcément, c'est hyper intéressant, puisque chaque enfant, lui, aura son 152 500 euros d'abattement. Du coup, tu vends ta RP, ta résidence principale, tu récupères 1,8 million d'euros. Dans notre scénario, ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui peut te garantir d'avoir des loyers? Donc on est parti sur des SCPI, c'est théorique, hein. Tu pourrais aussi très bien acheter des actifs que tu revends derrière, typiquement des ETF, des actions, tout ça, ou des obligations, ça serait tout à fait possible, même un fonds monétaire. Et donc, si on achète des SCPI en nue propriété,
toucher, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ce concept, donc tu ne vas pas toucher de loyer à court terme. Et vu qu'on sait que tu pars dans la retraite dans 3 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir sur ce site ici pour voir les clés de répartition pour le démembrement à 3 ans. Donc on voit que c'est 86%. Donc autrement, toi, tu as une décote de à peu près 13%, enfin un peu plus, 13,5%. Ce qui te donne ici une part que tu vas investir 1,6 million d'euros qui en valent en réalité 1,9. Tu ajoutes ton rendement qui est en moyenne sur les SCPI. On a pris un panier de SCPI de 6,7%, donc c'est plutôt très performant. Eh bien, une fois qu'on applique la fiscalité, tu atteins en fait les 60 000 euros. Donc rien qu'avec un réinvestissement total du fruit de la vente de ta RP sans fiscalité dans des SCPI en démembrement sur 3 ans, donc tu as une décote et derrière tu paieras de la fiscalité sur les loyers, eh bien tu touches tes 60 000 euros. Attention, il faut évidemment choisir des SCPI très diversifiés, il faut évidemment choisir des gérants très solides, il faut être confiant et conscient que tu achètes un sous-jacent d'immobilier, donc il faut aussi avoir envie de faire ça. Mais en tout cas, c'est une hypothèse et avec ça, tu es en fait déjà à l'objectif d'avoir les 60 000 euros et ton capital, lui, continue d'évoluer assez largement. Ça, c'est vendre de la maison. Maintenant, on se dit, tu vends la boîte. Donc là, c'est 800 000 euros 807 000 euros qui tombent dans la poche. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Là, c'est encore plus intéressant puisque, en fait, tu pourrais par exemple ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois et on voit que le patrimoine se développe très fortement. Encore une fois, c'est des pourcentages qui ont été appliqués très simplistes, mais ça nous met un patrimoine qui est assez conséquent. Donc là, on voit à 78 ans, il y a encore du non-coté parce que tu n'as pas tout vendu, mais il y a surtout une AV luxembourgeoise, donc avec des fonds, avec des actifs financiers, les SCPI, encore de l'IMO parce que tu as une RP et un appartement, d'autres actifs financiers comme tes assurances vie qui existent déjà. Donc voilà, tu es largement dans les clous, tu y es largement en fait. Donc pour répondre à ta question, comment préparer une stratégie patrimoniale confortable, je pense qu'il y a deux volets. Il y a un, toi avoir les niveaux de revenus que tu veux, et ça typiquement c'est assez simple, tu vas définir la cible et après on va aller construire une alloc qui te correspond. Là c'est un exemple, je pense que mettre tout en SCPI c'est très exagéré à mon sens, donc il faudrait plutôt faire un panier avec un type d'actif très diversifié et ensuite s'assurer que le rendement moyen de ce truc-là te permette de toucher les revenus qui toi te plaisent. Et d'autre part, il y a le volet transmission et protection de la famille qui est clé. Et donc là, il y a quoi ? Il y a un testament à rédiger, évidemment, hyper important, avec un notaire. Ne le faites pas sur Internet avec un modèle ou ChatGPT. Il y a les clauses bénéficiaires dans les contrats d'assurance vie. Il y a des donations à faire dès maintenant. D'ailleurs, peut-être même des donations avant cession pour ta boîte. Il y a beaucoup de choses. Il y a même, théoriquement, peut-être que tu veux pas vendre ta boîte, tu pourrais faire un pack du trail. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est le moment où il faut dégainer un ingénieur patrimonial et ou un notaire, probablement les deux, et s'assurer que tout ça soit bien mappé pour que derrière tu puisses enclencher la séquence, surtout quand il y a la vente d'un bien immobilier et la vente d'une entreprise, c'est les temps forts où si c'est bien anticipé, la fiscalité peut être largement réduite et on peut déjà en profiter pour transmettre aux enfants. Voilà, écoute, on va finir par la note Finari, 96 sur 100, où est-ce que tu perds des points ? Alors, tu n'investis pas en priorité via ton PEA, mais ça c'est probablement lié à ton âge puisque tu réfléchis déjà à la transmission à tes enfants et ça je le comprends bien. Tu as encore de la marge pour les abattements puisque tu es très loin des 152 000 euros par enfant. T'as pas forcément optimisé toute ta fiscalité, il y a encore des petites choses à gommer. Puis c'est tout, donc 93 sur 100, on est sur un quasi perfect. Bravo d'avoir sauté le pas et d'avoir pris en main ton patrimoine. Je te souhaite une bonne retraite, tu nous enverras des photos de ton voilier et de ta place au port. Et puis si vous voulez aussi que j'analyse votre patrimoine, que vous soyez retraité, millionnaire ou que vous soyez étudiant fauché, eh bien n'hésitez pas à postuler, le lien est dans la description. Chaque semaine, on sélectionne un profil qui est intéressant pour qu'on puisse apprendre des nouvelles choses sur l'investissement. Donc vous postulez, je vous donne rendez-vous dans une semaine et d'ici là, je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.